Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Ce soir, je fais un rêve. Le rêve d'une cérémonie idéale, un rêve de beauté, d'intelligence et de poésie. Tout ce qui manque en ce moment à la télévision française. Qui donne le là? Des milliardaires ou l'Arcom, qui a confié des canaux de diffusion gratuits à des gens qui les utilisent non pour le bien public, mais pour des intérêts très particuliers. Ce soir, vous allez avoir un aperçu de ce que ces chaînes montrent à nos familles, nos parents, nos enfants, à ceux qui n'ont parfois que cette fenêtre sur le monde. Kafka a dit « Il n'y a qu'une vérité, mais son visage est changeant parce qu'elle est vivante ». Alors ce soir, rendons hommage à la vérité, contre ceux qui font régner le mensonge, qui réécrivent l'histoire, qui propagent une idéologie mortifère qui aboutit à la destruction de notre monde commun, puis à la destruction du monde tout court. Vous verrez peu d'actrices ce soir sur scène, car pour garder ces chaînes gratuites, Bolloré fait un chantage au cinéma. Si vous m'enlevez la TNT, j'arrête de financer le cinéma. C'est du chantage? Oui. C'est puni par la loi? Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec le système judiciaire des milliardaires, c'est que c'est vraiment basé sur le pardon. J'espère quand même que ce soir, devant leur compte Instagram, de grandes actrices que j'admire, qui sont Égérie Chanel, Dior, Vuitton ou L'Oréal, vont se dire « Oh, mais on ne peut pas être de ce côté-là de l'histoire », qu'elles dénonceront leur contrat et me rejoindront sur scène pour reprendre notre monde aux milliardaires, car il n'est pas à eux. Le cinéma, l'art, la littérature, la radio, la télévision ne sont pas à eux. Et surtout, on n'a pas besoin d'eux. Je crois que je vais lancer une cagnotte Litchi pour les acteurs et actrices repentis qui renonceraient à leurs millions pour nous rejoindre. Ah, en fait, non, pas besoin. Elle existe déjà, cette cagnotte. C'est l'intermittence du spectacle qui... qui, grâce aux cotisations de tout un pays, nous permet d'offrir notre temps d'intelligence à ceux à qui on le doit. Avant de commencer cette soirée, qui, je vous promets, va être rigolote grâce à TPMP. TPMP, pour moi, c'est un peu comme le porno. Je ne regarde pas. Voir des humiliations, des violences, des sévices, ce n'est pas quelque chose qui me rend joyeuse. Mais vous allez en voir ce soir. Du TPMP, pas du porno. Mais vous allez me dire, de quel droit refuser à un milliardaire de posséder une chaîne de télévision gratuite offerte par l'État français? Je répondrai, quel droit en tant que milliardaire a-t-il de détruire le monde? Le colonialisme, le racisme, l'exploitation, la spoliation détruisent des vies humaines. Ceux à qui vous reprochez leur présence sur le sol français, que fait Bolloré dans leur pays? Hanouna ne me laisserait pas dire ça. Mais quelle preuve avez-vous donc que mon milliardaire se comporte mal? Bon, je ne sais pas très bien l'imiter, désolée. Voici donc quelques preuves qui montrent que la fortune de Bolloré sue le sang et la boue par tous les pores, comme dirait oncle Karl. Bolloré, c'est 16 milliards d'actifs financiers dans la communication. C'est comme ça qu'il appelle la musique, le cinéma et la télévision. La logistique et des actifs agricoles. Bolloré, c'est 200 000 hectares de plantations en Asie et en Afrique, palmiers à huile et EVA. Au Cambodge, au Cameroun, dans les deux cas, les populations qui vivaient sur ces terres ont été chassées et n'ont plus accès à leur culture vivrière. Qui est-ce qui alimente l'immigration? Bolloré a été condamné à verser 140 000 € à 145 paysans au Cameroun. Pour un milliardaire, la somme est ridicule. Les eaux sont contaminées et les riverains ne mangent plus à leur faim. Le groupe est présent dans 105 pays. 70 morts, 600 blessés. C'est la catastrophe ferroviaire d'Ezeka au Cameroun. L'entreprise a été reconnue coupable. 70 morts, c'est énorme. La filiale de Bolloré a négligé l'entretien des structures par intérêt économique. En France, c'est le retour impossible à une vie normale pour les riverains de l'usine de batterie qui a explosé en janvier 2023. On s'est réfugiés dans le garage. La porte a tremblé. Chaque premier mercredi du mois, nos enfants nous demandaient pourquoi il y a une alarme. Après l'incendie, ils ont voulu savoir pourquoi elle n'avait pas sonné à ce moment-là. Voilà, l'empire de Bolloré, c'est ça. Du racisme, du colonialisme, des accidents, des vies détruites. Vivre dans la peur, c'est très triste. Alors ce soir, j'aimerais qu'on quitte nos habits de victimes et qu'on mette nos habits de survivants. De survivants du capitalisme et des milliardaires,
Et ce soir, nous allons retourner cette force contre eux. Ce n'est pas un jeu philosophique ou rhétorique, c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup d'entre nous. Et pour ajouter un peu de suspense, le temps nous est compté. Ce soir, mesdames et messieurs, prenez place dans vos fauteuils bien au chaud chez vous et ici à la Bellevilloise pour cette première édition inédite des Bolloré Awards. Rien n'est trop extrême à dire sur les chaînes du milliardaire qui a la démocratie qui coule dans ses veines. Et je suis moi-même démocratique. La démocratie est une valeur si fondamentale chez Bolloré que depuis plusieurs années, l'Arcom sanctionne régulièrement les chaînes du groupe Canal, CNews et C8. Incitation à la haine, encouragement de comportements discriminatoires, irrespect des droits de la personne, contenu malhonnête, antenne non maîtrisée. Les amendes pleuvent et les propos se répètent. À l'approche des Jeux Olympiques, nous y avons vu une nouvelle discipline qu'il nous fallait récompenser. Mais avant de lancer cette merveilleuse soirée qui s'annonce, revoyons ensemble quelques pépites du PAF qui ce soir pourrait recevoir un prix. Commençons avec du lourd, commençons avec Éric Zemmour. C'était sur CNews le 23 octobre 2019. Et quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Moi je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. Une intervention sanctionnée par une mise en demeure pour incitation à la haine et non tenue de l'antenne. Mais Éric Zemmour ne s'est pas arrêté là et a cherché à aller plus loin. Regardez comment il s'est donné dans ce Face à l'info de septembre 2020. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Pour cette intervention crasse incitant à la haine et à la discrimination, l'Arcom a prononcé une amende de 200 000 €. En février 2022, un nouveau challenger, le chroniqueur Yvan Rioufol, a affirmé que l'Allemagne nazie avait créé le ghetto de Varsovie pour des raisons sanitaires. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminé. C'était d'abord un lieu hygiéniste. Les ghettos, c'est ça, l'origine du ghetto, c'est ça. Oui, le ghetto, c'était ça. C'était un lieu hygiéniste. C'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. N'ayant pas été repris en direct, CNews a écopé d'une nouvelle mise en demeure pour manque d'honnêteté et d'indépendance de l'information. Mais continuons avec cette émission, l'heure des pros. Une émission qui ne manque pas d'ambition pour ces Bolloré Awards avec son présentateur en chef, Pascal Praud. En septembre 2023, ce dernier ne s'est pas retenu pour pouvoir concourir ce soir. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent? Pour ce bel extrait, l'ancien commentateur de football recevra de l'Arcom une mise en garde pour incitation à la haine et au comportement discriminatoire. Enfin, mesdames et messieurs, que seraient ces Bolloré Awards sans la star du PAF? Celui qui a permis l'établissement de tous les records de sanctions pécuniaires? Oui, vous l'avez deviné, ce soir, nous n'oublions pas ni Cyril Hanouna, ni TPMP. Vous faites exprès de parler comme ça, là? Ou Non, pas du tout. Parce que Girard soulève un truc qui est réel. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans, pour commencer. Sinon, j'ai vu qu'Anne Hidalgo n'allait pas mettre d'écran géant pour voir les matchs. Et sans déconner, mais quelle hypocrisie! Mais elle veut pas fermer sa gueule. Non, mais sans rigoler. T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Toi, t'étais où sur le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. En voilà une émission qui voulait être sûre de remporter des prix ce soir. La compétition sera rude, mais palpitante pour cette toute première édition. Et pour ouvrir le bal et lancer cette cérémonie, merci d'accueillir, comme il se doit, les deux organisatrices de cette soirée.
Latifa Oulkhouir et Sophie Taillé-Polian. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Latifa Oulkhouir, je suis la directrice du mouvement. Merci beaucoup d'être là ce soir. Vous savez peut-être déjà pourquoi on a lancé cette campagne avec Sophie. Qu'est-ce qui nous a motivés aussi personnellement? Je pense qu'on l'a vu aux réactions de la salle quand vous a diffusé les extraits. Soit on en rit parce que c'est tellement presque parfois absurde qu'effectivement on n'a plus que ça, ou soit on s'indigne. Et souvent quand on s'indigne, on partage sur les réseaux sociaux, on dit mais c'est inadmissible, ça peut plus durer. Et effectivement, il y a un moment où l'indignation doit se transformer en action et montrer qu'on n'est pas complètement démunis face à ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne et cette pétition à la faveur évidemment des procédures de renouvellement auprès de l'Arcom, de dire en fait ça ne peut absolument pas passer comme une lettre à la poste et ça ne peut pas passer du tout en fait. Donc merci beaucoup d'être là, c'était super important. Et aussi ce que je voulais dire, c'est qu'on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de C8 et CNews, il s'agit de se rendre compte à quel point ces deux chaînes pourrissent aussi tout le paysage audiovisuel français. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit, s'il y a une course à l'audience et course aux propos les plus extrêmes, les plus racistes qui soient, on en a encore eu un exemple aujourd'hui, où apparemment les jeunes filles qui me ressemblent sont forcées de ne pas avoir de bonnes notes à l'école pour pas être traitées de blanches. Donc, voilà en fait où on en est, c'est que des propos qui peuvent ensuite être tenus sur LCI ou sur BFM pour cette histoire de course aux audiences, elle est plus acceptable. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là et je vais donner la parole à Sophie. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir et d'abord je voudrais vraiment remercier énormément et très chaleureusement tous les artistes et toutes les artistes qui sont venus ici ce soir et qui vont nous faire passer une bonne soirée, et aussi les personnalités politiques et de la société civile qui sont là, bien rangés les uns à côté des autres, en attendant leur tour pour ce moment particulièrement intense que va être la remise de ces prix. Moi, je voudrais quand même vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que dans notre paysage audiovisuel français, CNews fait 3% et TPMP fait 6%. Donc, on n'en est pas, comme sur un autre plan, à redouter qu'il soit presque de faire 50%. Donc on s'est dit, on ne va pas attendre. Là, ils sont à 3 et à 6. On peut agir, c'est ce que disait Latifa. Le temps de l'action, il est là pour que tous et toutes ensemble, on se mobilise pour faire en sorte qu'ils restent à 3 et à 6% jusqu'à ce qu'on leur coupe l'antenne de l'espace public qu'est la TNT. Parce que ce qu'ils font est juste incroyable. Et c'est vrai, quand on voit qu'il n'y a que 3% d'un côté, que 6% des gens qui voient, c'est aussi pour ça, je crois, que les gens ne se rendent pas compte, parce que s'ils regardent, c'est une fois de temps en temps ou quasiment jamais. Mais quand on voit le musée des horreurs auquel on va assister ce soir, quand on les met tous ces bout à bout, tous ces extraits de l'horreur, on se rend compte à quel point il est urgent d'arrêter et de ne pas renouveler leurs canaux sur la TNT. Je crois que ce soir, on va en faire une démonstration et qu'on pourra après en reparler à l'Arcom. Merci beaucoup, merci Sophie, merci Latifa. La pétition est en ligne, n'hésitez pas à aller la signer, à la partager. J'enterre ce soir définitivement toutes mes chances d'être un jour au César. Diffusé sur Canal+ et filmé à l'Olympia, mais je le fais avec grand plaisir. Le prix suivant, c'est un prix consacré au patriarcat. Le patriarcat, c'est nier l'existence des femmes, leur ressenti. J'ai vécu des dizaines d'émissions de télévision où nous étions 3 femmes pour 10 hommes et où j'avais 1 minute quand les hommes en avaient 20. J'ai écrit un spectacle sur Fukushima. Mac Lesguy m'a harcelée parce que je ne peux pas comprendre un accident nucléaire.
Le patriarcat, c'est nier en permanence que nous sommes victimes de violences. La civilisation industrielle est une violence, car elle repose sur l'extraction pétrolière qui prive des populations de leurs terres. Les smartphones, les SUV, tous ces objets reposent sur des mines et de la violence à l'étranger qui nous revient en boomerang quand 500 piétons meurent chaque année renversés. Cette violence, c'est l'impossibilité pour les enfants de jouer dans les rues. C'est Christophe Béchu et Emmanuel Macron qui nous demandent d'avoir des enfants dans un monde à plus 4 degrés. Le patriarcat, c'est refuser d'entendre la voix des oiseaux, des poissons, des hérissons qui sont en train de s'enfoncer dans la nuit noire de l'extinction. Le patriarcat, c'est regarder les enfants comme des délinquants, avoir peur du miracle qu'est chaque nouvelle naissance. Le patriarcat, comme le racisme, c'est vivre dans le rêve, dont parle Ta-Nehisi Coates, un écrivain que j'adore. Le rêve a l'odeur de la menthe et le goût d'un biscuit à la fraise. J'ai cherché pendant si longtemps à m'échapper dans le rêve, à me blottir dans mon pays comme sous une couverture, mais ça n'a jamais été possible. Le rêve pèse sur notre dos. Il repose sur le lit de nos corps. Pour remettre ce prix, merci d'accueillir Ella Kribi-Romdan et Benoît Hamon. Bonsoir à toutes et à tous et merci à toi Latifa, à toi Sophie, merci à vous toutes et tous de permettre que cette soirée ait lieu parce que je crois qu'on est nombreux ici à avoir subi les attaques sur ces chaînes. Moi je me souviens, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'y vais plus, je me souviens un jour sur le plateau de Pascal Praud, l'avoir entendu dire de la porte-parole de l'époque du Parti socialiste qu'elle était incompétente, complètement cinglée et hystérique alors qu'elle sortait et que la gauche ne savait pas se doter de femmes qui savent parler. Voilà le type d'anecdote dont je crois nous avons été nombreuses à être les témoins. Et puisqu'il s'agit ici du prix du patriarcat empire, peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est le patriarcat. C'est cette organisation sociale qui implique qu'il y ait une forme de domination des hommes sur les femmes. Et cette domination, on sait l'observer sur les plateaux de C8 et CNews. Et moi, nous avons longtemps observé sur CNews parce qu'on a observé, par exemple, que quand on parle sur CNews du droit à l'avortement, eh bien souvent, il n'y a que des hommes sur le plateau. On a observé qu'on sait très bien commenter la situation des femmes voilées sur CNews et du danger qu'elles constituent pour la France, sans jamais inviter la moindre femme voilée sur le plateau de CNews. Et on pourrait énumérer ces exemples très longuement. Peut-être vous dire aussi qu'il n'y a pas que les hommes qui, sur les plateaux, font vivre le patriarcat. Il y a aussi des femmes, et je ne peux pas m'empêcher de dire que, comme beaucoup, j'ai pu être choquée en tant que conseillère régionale d'Île-de-France quand j'ai entendu Valérie Pécresse dire oui, Valérie Pécresse. Je retente. Valérie Pécresse. Quand elle dit, en Île-de-France, eh ben, y a rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Comment empêcher que les valeurs patriarcales prennent autant de place dans les médias, dans le débat public, dans la sphère politique, quand les femmes elles-mêmes véhiculent elles-mêmes ce type de propos? Voilà quelques exemples vécus. Et je laisserai peut-être Benoît, avant de vous donner le nom des nommés dans cette catégorie du patriarcat empire, et puis de vous donner le lauréat et le premier prix de cette catégorie. Bon, faut qu'on vous dise, c'est totalement freestyle, là, hein, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Rien du tout.
Bon, alors, je vous avoue, donc, moi, j'étais ravi de répondre à l'invitation de Latifa et Sophie. Comme j'étais le seul mec blanc de 50 ans dispo sur la remise du prix du Patriarcat Empire, mec blanc de 50 ans dispo, cisgenre. Donc, je suis venu et je me suis dit, quoi, moi, que c'est pas dispo, Nolo pas dispo, sans doute retenu dans une soirée qui devait être C'était mieux avant ou comité de soutien à Gérard Depardieu, donc je les excuse. Et je veux dire ma grande joie d'être ici. Je vous raconte en tout cas moi ma petite histoire avec le groupe Bolloré. Depuis les premiers mouvements sociaux chez iTélé et la casse qui avait été celle des journalistes et de la rédaction d'ITélévision par le groupe Bolloré et par la direction d'ITélévision qui allait devenir CNews. Moi j'ai décidé de ne plus aller depuis donc maintenant de nombreuses années, y compris quand j'étais encore actif en politique, sur cette chaîne dont je pensais que si nous participions au débat sur cette chaîne, nous participions quelque part à la mise en scène d'une idéologie qui était une idéologie qui non seulement nous combattait, mais se nourrissait de notre parole pour pouvoir détruire tout ce que nous représentions. Et je crois qu'il faut avoir à l'égard de ces médias qui sont des médias plus que d'opinion, mais qui fabriquent aujourd'hui les incendies que nous ne parvenons pas à éteindre correctement, et j'espère que dans les urnes, nous y parviendrons dans les années à venir, qu'il faut avoir vis-à-vis d'eux une attitude qui soit honnête à l'égard de nos concitoyens et qui consiste à dire sur ces plateaux, il n'y a pas de place au débat politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas faits pour organiser la démocratie, ils ne sont pas faits pour organiser le pluralisme, ils sont là pour mettre en scène la parole, les convictions, l'idéologie de celles et ceux qui possèdent CNews, le groupe Canal+, et j'en passe. Et ça m'amène à vous dire une chose avant qu'on vous donne les nommés, c'est que je crois que celles et ceux qui sont attachés au pluralisme, à la démocratie, doivent s'intéresser à la façon dont on doit permettre désormais à des médias de pouvoir se développer en ne dépendant pas, pour ce qui est de la ligne éditoriale de ces médias, de ceux qui sont propriétaires du capital de ces entreprises. Et donc tous les modèles dont Julia Cagé récemment encore vantait les mérites, qui sont des modèles non lucratifs, où de facto les sociétaires, les propriétaires de ces médias n'ont pas d'intérêt à faire fonctionner ces médias selon les marchés publics dont ils dépendent, selon les pressions qu'ils veulent exercer sur les pouvoirs politiques, selon le capital ou l'argent qu'ils veulent dégager grâce à la propriété de ces médias. Ces modèles-là sont des bons modèles pour demain assurer le pluralisme de l'information, et je crois qu'il faut les défendre. De quel endroit qu'on parle aujourd'hui, il me semble là qu'on a une voix qui est une voix qu'il faut absolument creuser. Les intellectuels, les économistes qui ont travaillé sur ces questions, et je veux saluer le travail remarquable qui est fait par Sophie Taillé-Polian et tous les autres parlementaires qui sont présents ici, dans les commissions d'enquête, dans la promotion d'une autre vision de l'information. Donc voilà, on va vous lire les nominés. Alors c'est un carré de bonhomme qui se pose là, comme on dit. Donc je commence. En 2019, où tu veux commencer ? Alain Finkielkraut, donc à propos du football féminin, déclare « Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir les femmes ». Nominé numéro 1. Le deuxième nommé est Guillaume Bigot, qui en 2021 sur CNews dit, je cite, « Elle n'est pas là, Sandrine ? C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée en parlant de Sandrine Rousseau. » Ils sont quand même chauds. Hein. Quand on les met toutes les unes après les autres, c'est quand même tendu. Hein. Bon, là, moi, j'ai Cyril Hanouna, 2023, sur C8, qui demande à Anne Hidalgo de fermer sa gueule et de chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. Et le dernier ? Et le dernier, c'est Mathieu Delormeau, qui, sur C8 en 2023, dit « Oui, mais un homme reste un homme, une femme reste une femme, et arrêtez de faire des hommes des femmes, et inversement, une femme a des injonctions, elle a des choses à faire. » Et donc, il parle d'un post Instagram de la chanteuse Angèle, où elle montre ses aisselles non épilées. Bon, globalement, vous avez compris que c'était la classe.
hein, que c'était subtil, que c'était exquis. Comment ça se passe pour dire c'est vous qui... Et le gagnant. Et le lauréat est... On dit en même temps. Non, je sais pas si... Mathieu Delormeau. On l'a déjà dit 1000 fois par des artistes, par des chanteuses, par des militantes. Donc c'est un peu une posture. Et moi, je suis d'accord, et Valérie a raison. Et donc, excuse-moi Mathieu, tu ne comprends rien, et Jean-Mi non plus, parce que vous êtes des vieux hétéros et vieilles homos. En fait... T'as vu comment elle vous a plié tous les deux, là? 2 secondes, clac. C'est la seule émission où tu te fais traiter de vieille homo. C'est quand même chaud. C'est pas bichou, hein. Non, mais t'es encore très beau, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est pas de te rattraper, le Gégé. poil, quand on se rase les poils, quand on est femme, c'est une injonction de l'homme. C'est-à-dire que la femme n'a pas le droit d'avoir de poils, parce que dans la pornographie, la femme doit avoir le sexe comme un bidet et ne pas avoir de poils nulle part. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et sauf que les femmes, si elles ont mais envie ça nous d'avoir permet des de nous poils... repérer, quand même. Parce qu'il y a des fois... Au milieu de la touffe, il faut chercher. Tout comme les hommes ont des cheveux courts et tout, voilà, un homme reste un homme, une femme reste une femme, et arrêtez de faire des hommes des femmes, des femmes des hommes. Ça veut dire une énormité. Une femme reste une femme, donc une femme qui aurait des poils n'est pas une femme. Une femme a des injonctions, des choses à faire. Non, doit ressembler à une femme et un homme. Ça veut dire quoi, ressembler à une femme? Une femme juste qui serait nature, elle serait comme ça. Eh ben c'est moche. Eh ben c'est moche. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vous charge de remettre cette coupe aux personnes qui l'ont gagnée. C'est votre mission. C'est organisé comme ça. Le prix suivant récompense le racisme. Il s'appelle « J'ai beaucoup d'amis musulmans ». Alors, j'ai choisi une citation d'Hannah Arendt pour l'introduire. Parce que Hannah Arendt, elle s'y connaît en racisme. Elle écrit « Tout cela était bien réel, parce que cela avait lieu publiquement. Cela n'avait rien de secret, de mystérieux, et cependant, ce n'était absolument pas visible pour tous, ni du tout facile à percevoir, car jusqu'au moment précis où la catastrophe atteignait tout et tout le monde, elle était dissimulée non par des réalités, mais par des paroles. Les paroles trompeuses et parfaitement efficaces de presque tous les personnages officiels qui trouvaient continuellement et dans de nombreuses et ingénieuses variantes une explication satisfaisante des événements préoccupants et des craintes justifiées. Ça, c'est une adresse directe à l'Arcom. Quand nous pensons aux sombres temps et à ceux qui y vivent et y évoluent, il nous faut prendre en compte ce camouflage dû à l'establishment ou au système, comme on disait alors, et généralisé par lui. Le racisme décomplexé est un de ces camouflages. Merci d'accueillir Anina Tchouchou et Clémentine Autain. Bonsoir. Nous allons donc remettre le 2e prix. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Non, mais c'est un vrai plaisir d'être avec vous, parce que selon le fameux adage, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc ce qui est bien, c'est que nous soyons ensemble, et je voudrais remercier Sophie et Latifa de nous permettre de rire un peu dans un paysage qui est un paysage d'une grande gravité. Et donc, il faut aussi qu'on arrive avec cet humour à faire entendre le fond de ce qu'on a à dire et à prendre un peu de légèreté, un peu de joie, parce que je pense que nous gagnerons face à eux si nous sommes, on en parlait avec Benoît tout à l'heure, capables d'emporter ce mouvement qui est un mouvement qui nous donne envie de cette autre société, de cet autre modèle, de cette autre manière de voir la vie. Et donc je trouve ça bien que sur ce sujet central pour la démocratie, qui est la question des médias, on puisse le faire avec humour. La bolorisation de la société, moi je vais dire quelques mots juste sur cette bolorisation de la société, d'abord parce qu'elle est assez sournoise. Bolloré, quand il rentre dans les entreprises, il le fait au début en mettant un pied, un orteil même parfois, et puis il ouvre la porte
et il finit par attraper toute l'entreprise et à façonner les esprits, pas simplement parce qu'il ordonne, parce qu'il censure, mais parce qu'il y a de l'autocensure, parce qu'il terrorise les salariés et qu'au bout du compte, il y a une intériorisation de ce qu'on imagine qu'il faudrait pouvoir dire ou ne pas pouvoir dire. Ça, c'est ça. Le système Bolloré, c'est aussi une manière d'avoir du pouvoir qui n'est pas forcément du pouvoir direct, mais quelque chose qui s'infuse, qui se diffuse de façon absolument terrifiante. Et bien sûr, il est le signe de la banalisation des idées d'extrême droite. Mais ces idées d'extrême droite et cette façon de faire, elles se diffusent partout. Et hier matin, j'étais ahurie. Je prends un exemple parce qu'il faut faire court, mais on pourrait en prendre 250 000. Hier matin, vous avez peut-être entendu comme moi, il y avait Manuel Bompard qui était à la radio, et on l'interroge sur l'utilisation par Rima Hassan du terme soulèvement pour parler des jeunes de Sciences Po. Et on dit, quand même, Rima Hassan, elle dit soulèvement, ça veut dire intifada. Ah, vous ne l'avez pas entendu, d'accord. Ça veut dire intifada. Donc, la journaliste sur une chaîne publique, eh bien, elle dit tout simplement que parce que Rima Hassan a parlé de soulèvement, ce qu'elle a voulu dire, c'est intifada. Et donc, la bollorisation des esprits, elle ruisselle. Et elle ruisselle jusque dans le service public. Et donc, je pense que le problème que nous avons, non seulement il concerne la concentration dans les médias et Bolloré, c'est-à-dire notre capacité en tant que puissance publique de créer des médias pluralistes, mais je pense que c'est plus profondément l'esprit public qui est en cause. Et cet esprit public, il faut qu'elle soit là pour mettre des normes, pour se re-remplir à nouveau et pour qu'on comprenne ce que ça veut dire la démocratie véritablement et les valeurs, les principes qui vont avec et qui sont nés normalement et qui sont intrinsèquement liés à la démocratie. C'est ce qu'on est terriblement en train de perdre. Et je voudrais dire du coup un mot de la pétition de Sophie et de Latifa, parce que dans cette pétition, c'est le pouvoir de l'Arcom. La chaîne C8, elle diffuse parce que la puissance publique lui permet de diffuser C8. C'est ça le délire absolu. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné où on dit oui, c'est possible d'émettre cela. Et donc on est là ce soir pour rigoler, mais aussi pour dire ça doit cesser, C8 doit arrêter d'émettre parce que nous devons permettre de le faire. Voilà. Et donc, c'est dans cet fameux état d'esprit de joie que si jamais eux, ils ne sont pas capables de le faire, eh bien nous, on le fera. Voilà. Et qu'on se le dise. Il y a eu un petit... T'as vu, il y a eu un petit flottement. Hein. Vous avez un doute. Hein. Non, mais j'ai senti un petit flottement à un moment donné. Non, il n'y a pas de flottement. Hein. Donc, on le fera. On est d'accord qu'on le fera. Alors d'abord, on commence par remercier. C'est gentil, camarade. Tu veux commencer par le premier nommé ? Les lauréats sont les suivants. Donc le premier, Éric Zemmour, 2020 sur CNews. Il faut renverser la table. Il faut que ces jeunes, tous issus de l'immigration, ne viennent plus ici parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. Il faut les renvoyer. Il ne faut même pas qu'ils viennent. Non, c'est bien parce qu'on n'est pas tous branchés sur CNews H24, donc ça permet de... Jean-Claude Dacier, 2022, CNews. Les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Jean-Louis Burga, 2019, CNews. Les musulmans... c'est sur CNews aussi. Je ne veux pas stigmatiser une communauté, mais il fait partie des gitans qui ont pour habitude, quand il y a des problèmes, de se mettre dans la rue et de frapper. Il parlait du sujet des origines gitanes de Christophe Détinger, que je salue par ailleurs, qui est un ami. Alors, Sabrina Medjeber, 2024, CNews. Dans ces quartiers-là, il y a un double spectre en termes de respectabilité. Soit vous êtes un dealer, soit vous êtes un salafiste. And the winner is... Et le lauréat est... Nous devons avoir une politique de fermeté. Quand vous entendez ça, tradition d'asile, humanité, et de l'autre côté fermeté, vous pouvez éteindre votre poste, ça veut dire baratin. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ?
Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et si pour cela, Christine, il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, c'est l'origine du mal. C'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant qui nous obligent à ne expulser personne. Il faudra sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Ceux qui sont violeurs. Non, Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut en laisser rentrer personne. Il ne faut pas, vous savez... moi, je pense, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance. Moi, je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, aux femmes qui sont assassinées par ces gens-là, aux Français qui sont trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut arrêter ça. Il faut penser aux Français avant les autres. Et vous savez, il faut reconnaître que la France et les nations en général ont le droit de défendre leur identité. Et c'est votre un droit de l'homme. Et on vous laisse la responsabilité de vos propos, même si... J'espère bien. Oui, non, je prends toujours la responsabilité de mes propos, vous savez, ça me coûte parfois... Alors, je tiens quand même à féliciter l'heureux élu. Il a fait fort, effectivement. Pourtant, moi, ce soir, je voudrais vous présenter, en tout cas, un autre favori qui, malheureusement, a fait sa proposition hors délai, raison pour laquelle il n'était pas dans la liste des lauréats. Alors, il s'agit de Paul Gasnier, chroniqueur dans l'émission du Quotidien. Alors, vous me direz, effectivement, je sais bien, le Quotidien, ça fait pas partie des chaînes Bolloré, mais pourtant, pour nous, les femmes, les hommes, les enfants d'origine romanie, alors que Éric Zemmour, l'extrême droite, soit raciste, on s'y attend, on le vit et on se défend. Donc ça n'a rien de surprenant, mais malheureusement, on se méfie beaucoup plus de ceux qui parfois se disent nos amis et qui nous veulent du bien, de nos potes. Effectivement, à l'instar, par exemple, de certains élus qui se disent figures de l'antiracisme médiatique et qui pourtant refusent l'inscription scolaire à des enfants roms vivant en bidonville, en Seine-Saint-Denis, par exemple. Donc, je vais vous parler de Paul Gasnier, mon petit coup de cœur, qui nous a fait une magnifique variation sur le thème anti-tzigane Kenji Girac dans l'actualité. Voilà, diffusé le 23 avril dernier, dans lequel le dialogue qu'on n'a pas pu vous faire voir nous dit que donc qui allait faire un reportage vidéo chez des amis à LM Ronchin sur une aire d'accueil qui n'a rien à voir avec Kenji Girac, en leur promettant de mettre en avant le combat d'un collectif de femmes voyageuses qui se battent contre le racisme environnemental et qui pourtant va aboutir à un reportage particulièrement anti-tzigane dans lequel le dialogue de fin, c'est, je cite la journaliste, « Alors chez vous, il y a des armes sur l'aire d'accueil ?» Le jeune homme répond « Non, chez nous, il n'y a pas d'armes, on est en famille. Vous savez, ici, s'il y a des conflits, c'est plutôt la castagne. Et puis, une heure après, on se reparle. » Et elle finira par dire « Mais alors, toi, tu vas en acheter une d'armes ?» Donc, cette jolie performance, elle est assez effectivement percutante et j'ai même envie de dire ravageuse pour les personnes comme moi, par exemple, qui dédient une bonne partie de leur existence à se battre pour que les enfants, d'ailleurs certains enfants qu'on voit dans le reportage du Quotidien, filmés d'ailleurs sans l'autorisation de leurs responsables légaux, mais on n'est plus à un délit pénal près, pour que ces enfants-là, ils puissent récupérer leur fierté et qu'ils n'aient plus honte de leur origine romanie, raison pour laquelle, par exemple, j'avais écrit notamment « Je suis tzigane et je le reste ». Donc,
voilà, je voulais remercier pour cette performance parce qu'elle nous éloigne de quelques décennies de notre objectif. Voilà. Et attribuer un petit coup de cœur à Paul Gasnier pour son œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup et je vous laisse repartir avec cette magnifique coupe que vous pourrez donner à Éric Zemmour ou à votre chouchou comme vous voulez. Merci. Ce que disait Clémentine sur le ruissellement, ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a quelque temps, j'étais en tournée dans un hôtel Ibis, propriété des milliardaires Dubrul et Pélisson. Bref, non, je suis un peu obsédée par les milliardaires. Et je zappais, je passais de LCI à TF1, France 2, BFM, CNews. D'ailleurs, LCI, j'ai découvert Éric Brunet. Voilà, et puis là, j'étais vraiment effarée par le ruissellement de bêtises de la télévision française. Et tout à coup, je suis tombée sur La Boum. Et là, j'avais l'impression de regarder du Jean-Luc Godard. J'étais là, mais c'est intelligent. Mon Dieu, les dialogues, c'est dingue. Voilà, alors maintenant, je vais vous demander d'accueillir pour un peu d'intelligence et de beauté, de poésie, de chansons, les Goguettes, qui vont nous interpréter leur tube, La tribu d'Hanouna. Bonsoir la Bellevilloise, ça va? Ouais. De la beauté, de l'intelligence, c'est pas sûr, mais on va faire de notre mieux avec un peu de musique. Flo en régie, si t'es là, tu peux envoyer la sauce, Flo. Yeah. Ok. La Bellevilloise, faites du bruit! Et Flo, tu peux mettre plus de bandes, s'il te plaît? Je veux passer à l'antenne d'un talk show à l'américaine, un truc plein de polémiques, de mauvais goût et de séquences obscènes. Geoffroy, le chef du JDD, est venu me chercher. Il m'a dit je sais ce qu'il te faut comme émission de télé. Je te le dis tout de suite, ça se passe sur C8, là où la pensée n'est pas encore trop déconstruite. C'est une bonne place pour défendre notre terre contre ces woke bien pensants qui veulent croiser le fer. J'ai prié 2 semaines la statue de Saint-Bolloré. J'ai sacrifié au moins 200 paquets de feuilles au CV. Et puis n'écoutant que ma foi, je leur ai envoyé mon CV. Ségolène Royal l'a fait, je devrais pouvoir y arriver. J'ai du courage et plein de blagues macho. À côté de moi, Bigard passera pour Victor Hugo, car c'est la première fois pour moi que j'affronte le CSA. Et j'espère être digne de la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, d'Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, on relève le niveau dans la télé, oh, d'Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, ah, c'est autre chose que Pernod. Puis j'ai été recruté chroniqueur à TPMP. J'ai su que j'étais à ma place dès la première journée. On s'écharpe sur un sujet d'une importance extrême, pour ou contre la couleur de peau de la petite sirène. Ici la pensée est libre, on parle de tout sans détour. Surtout d'Éric Zemmour et puis d'Éric Zemmour. Je regarde ma tribu et la fierté gagne mon front. C'est comme les Avengers mais version Bidochon. Quand le chef rigole, tout le monde rigole. On boit ses paroles, ses vannes sexistes ou homophobes. Et quand un député s'amène et critique Bolloré, on lui dit de niquer sa mère, c'est ça la liberté. Bolloré c'est notre dieu, t'es mort si tu prononces son nom. C'est comme Voldemort mais croisé avec un breton. C'est pillage en Afrique et sa main mise dans les médias. Y a des choses qu'on dit pas dans la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, d'Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, parfois ça vole pas très haut dans la télé, oh, d'Hanouna, la li la la, oui à côté, oh, Francis Lalanne fait un télo. Je me suis réveillé en sueur, mon Dieu, c'était un cauchemar. J'ai vérifié 10 fois qu'il n'y avait pas Yann Moix dans le placard. Pour en avoir le cœur net sur le net, je me suis renseigné. J'ai vu que mon rêve était en dessous de la réalité. Humiliation, menace, chantage à tour de bras. Il règne sur son clan comme un gourou de secte de yoga. Interview hors la loi des policiers non déclarés. Depardieu n'est pas un violeur, c'est juste qu'il est bourré. Depuis 14 ans que ces 2 tribus se réunissent, ils ont reçu assez d'amendes pour combler la dette du pays. Moi j'ai encore le rire d'Hanouna qui résonne dans ma tête. Faut vite que
je me fasse intégral déchiffrer des lettres. Cher public, j'espère que vous pardonnerez cette goguette qui a le flot de Jean-Michel Blanquer en cours de stretch. Dites-vous que pour l'écrire, j'ai dû apprendre sur le bout des doigts la fiche Wikipédia de la tribu d'Hanouna. Allez, pour Bolloré, faites du bruit dans la télé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Si, c'était beau, c'était poétique. Le prix suivant est un prix qui parle de peur de la diversité, encore une fois. Qu'est-ce qu'ils ont peur quand même? J'ai donc choisi un passage de Ta-Nehisi Coates, encore, qui parle à son fils, de ce monde de peur et de préjugés que nous avons créé. Je suis désolée de ne pas pouvoir arranger tout ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir te sauver, mais pas si désolée que ça. Une partie de moi pense que ta vulnérabilité te rapproche du sens de la vie, de la même manière que la volonté de certains de se croire blancs les en éloigne. Le fait est que malgré tous leurs rêves, leurs vies ne sont pas plus inviolables que les nôtres. Lorsque leur propre vulnérabilité devient réelle, lorsque la police décide que les tactiques conçues pour les ghettos doivent être étendues à leur territoire, lorsque leur société armée abat leurs enfants, lorsque la nature envoie des ouragans sur leur ville, ils sont choqués. Comme beaucoup d'entre nous ayant grandi dans la conscience des causes et des effets ne le sauront jamais. Et je ne te souhaiterais pas de vivre comme eux. La race dans laquelle on t'a rangé fait que tu as toujours le vent de face et les chiens sur les talons. À des degrés divers, ceci est vrai de toute vie. La différence est que tu n'as pas le privilège de vivre dans l'ignorance de ce fait fondamental. Pour remettre le prix suivant, je vous demande d'accueillir Julia Torlé et Fatia Keloua-Hachi. Mesdames, Messieurs et toute personne autre ou entre les deux, bonsoir. Bon, est-ce que vous connaissez le wokisme? Vous savez, ce dangereux mouvement du non moins dangereux et méchant lobby LGBT. Vous savez, ce lobby dont Éric Zemmour a dit qu'il asservissait l'État à son profit. Bon, je rassure tout le monde, le méchant lobby LGBT, en réalité, ce sont des personnes qui se battent pour les droits, pour les libertés, pour l'égalité de chacun et chacune. Improbable, n'est-ce pas? Pourtant, il y a des gens pour croire au lobby LGBT. Tout comme, je crois qu'il faut le dire ce soir, tout comme il y a des gens aussi pour continuer à véhiculer des préjugés éculés. Comme par exemple l'un de nos nominés, Jean-Michel Maire, qui a répondu à Mathieu Delormeau sur le plateau de TPMP. Mathieu Delormeau qui trouvait que Koh-Lanta c'était bien, mais c'était quand même un petit peu long de voir des gens debout pendant 107 ans sur un poteau, qui lui a répondu très calmement « Toi, tu restes bien 2 heures sur une tub ». Bon, voilà, ce genre de préjugés que des gens continuent de véhiculer, des gens qui ont tendance quelquefois à oublier que les homosexuels ne sont pas que sexuels. Eh oui, que en réalité, les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et queer de manière générale, ce sont des personnes qui peuvent, comme beaucoup d'autres gens, consacrer une petite part de leur vie à la sexualité, certes, mais que néanmoins, ce sont des personnes qui ont des familles et qu'à cause de tels préjugés qui continuent d'être véhiculés, qui subissent des violences au sein de leur famille. Que ce sont des personnes qui travaillent, mais qui, à cause de tels préjugés qui continuent d'être véhiculés, subissent des discriminations sur leur lieu de travail.
Que les personnes LGBTI, ce sont aussi des adolescentes et des adolescents qui, parfois, n'ont même pas encore entamé leur vie sexuelle, mais qui, à cause de tels préjugés, subissent à l'école des moqueries, du harcèlement, et parfois jusqu'au pire. Et puis, malgré tout, il y a des gens pour continuer à s'amuser de ces préjugés-là. Il y a notre cher Cyril Hanouna, qu'on a déjà mentionné, qu'on va continuer, je crois, de mentionner plusieurs fois ce soir, qui est toujours là pour caricaturer, pour singer. On se souvient évidemment de ce canular de 2017 au cours duquel il passait un coup de fil après une fausse petite annonce pour essayer de séduire un homme. Bon, je crois que ce canular nous dit beaucoup. Le canular dit beaucoup du sexisme, de la misogynie avec lesquels Cyril Hanouna a caricaturé, singé un homme homosexuel. Ça dit beaucoup aussi de l'impunité avec laquelle aujourd'hui encore, à la télé, on peut s'exprimer, on peut se moquer sans avoir beaucoup de retenue. Ça dit évidemment beaucoup de cette impression de tout permis à la télé. En revanche, et c'est ce sur quoi j'aimerais insister ce soir, ce que cette séquence que je prends pour exemple ne dit pas, c'est qu'une fois que les caméras sont éteintes, une fois que les studios sont quittés, il y a des scènes similaires qui se passent dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il y a des gens qui font des rencontres, il y a des hommes qui s'inscrivent sur des sites de rencontres pour rencontrer des partenaires, qui se fixent des rendez-vous, qui se rendent à ces rendez-vous. Et qu'il y a des gens, comme Cyril Hanouna l'a fait pour amuser la galerie à la télé, des gens qui piègent ces personnes-là. Et qu'aujourd'hui, on assiste à une recrudescence absolument effroyable des guet-apens homophobes, qui fonctionnent exactement sur le système que Cyril Hanouna a montré à la télé. Des guet-apens qui sont de plus en plus courants, de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Et ça, c'est parce que la télé le montre qu'on se dit que c'est permis. Et donc, tant que la télé montrera ces séquences-là, tant que la télé permettra de véhiculer impunément cette parole et cette banalisation de la haine, tant que ça durera, nous continuerons de compter nos victimes et nos morts tous les ans. Alors, moi, je vais essayer d'être moins grave. D'abord, je vais remercier Sophie et Latifa de cette organisation extraordinaire, de cette soirée qui commence à être bien animée. On y est, on est dans le dur. Quand Sophie m'a appelée il y a quelques jours, je me suis beaucoup interrogée. Que dire du lobby LGBT? Pourquoi parler de lobby LGBT? Puis je me suis renseignée, j'ai regardé la chronique de Guillaume Meurice. J'ai retrouvé une vieille une du journal Le Figaro, du magazine Le Figaro, sur le lobby LGBT. Mais qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une superpuissance qui fait la promotion d'une idéologie obscure, d'un mouvement révolutionnaire, le lobby LGBT, d'une secte connue de tous et de toutes? Non, d'un soulèvement peut-être représenté par un acronyme. Oh, le mot soulèvement, il faut le dire, mais il ne faut pas le dire trop fort, il ne faut pas trop le dire, parce que sinon, il peut connaître aussi peut-être le même avenir que le soulèvement de la Terre. Alors, les soulèvements de la Terre, on va pas parler de soulèvement. Non, on va juste dire que cet acronyme, mesdames et messieurs, on ne sait pas de quoi on parle. Bien, nous, on sait tous que LGBT, ce sont pour nous tous les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les personnes trans. Mais pour la team de Bolloré, c'est trop complexe. Il y a trop de lettres dans cet acronyme. Alors, il s'arrête au T. LGBT, déjà, c'est long, ça suffit. On ne pense pas aux queers, on ne pense pas aux intersexuels, on ne pense pas aux asexuels, ni aux bispirituels, ni aux aromantiques. C'est trop compliqué, ça va trop loin. Oh là là, mais vous imaginez un monde où tout ne serait que binaire. C'est simple, ce monde. C'est l'idéal. Il y aurait juste des blancs et des noirs, des Français et des immigrés, des hommes et des femmes, et un papa et une maman. Mais ce monde-là, vous l'imaginez bien, il n'existe pas, et on ne veut pas qu'il existe. Autant de catégories que d'êtres humains, ça ne peut pas exister pour la team Bolloré. Le schéma doit être plus classique, plus sain. Un homme avec une femme qui forment un petit couple, et ils ont des enfants, et puis c'est tout. On s'arrête là. Pour nos chers amis Bolloré, Gisèle Halimi, celle que nous voyons tous dans nos cœurs comme un modèle de progrès et d'ouverture des droits humains, notamment sur les droits des femmes, est devenue en 1985
rapporteur de la loi qui venait dépénaliser l'homosexualité. Et oui, c'est la plus woke d'entre nous tous, Gisèle Halimi. Il conviendra alors, selon eux, de considérer tous les militants et toutes les militantes LGBT qui poursuivent le combat de lobbyistes. Alors bien sûr, moi j'ai été, avant d'être députée, prof de lettres. C'est quoi un lobbyiste? Dans le dictionnaire, c'est une organisation qui défend les intérêts financiers, politiques et professionnels en exerçant de vilaines pressions sur le milieu parlementaire ou influent. Et oui, tout ça pour ça. Alors, parce que ce lobby est très puissant et qu'on va remettre avec beaucoup d'émotion un superbe prix, je suis ravie de vous donner les nommés avec Sylvia qui va peut-être commencer. Voilà. Alors, nos nommés sont ce soir pour le lobby LGBT, je pense que vous l'aurez deviné, Éric Zemmour, forcément, comment faire sans. Éric Zemmour, pour cette phrase que je vous cite en entier parce qu'on n'y résiste pas, « On a des caprices d'une petite minorité qui tient la main sur l'État et qui l'asservit à son profit. » Ça, c'était au moment des débats autour de la PMA et de l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes notamment. Ensuite, on a le cher Cyril Hanouna. Je ne veux pas qu'il gagne ce prix parce que moi je ne veux pas lui remettre. Mais bon, si vous lui avez donné, c'est qu'il faudra bien lui remettre. En 2017, Cyril Hanouna sur C8 avait fait une vilaine, horrible blague, un canular homophobe et stigmatisant des personnes homosexuelles dans l'émission la fameuse TPMP. Et le CSA l'a condamné, ce petit Cyril Hanouna, 3 millions d'euros tout de même. Et notre troisième nominé ce soir, c'est celui dont je ne répéterai pas la phrase parce qu'une fois est bien suffisante, c'est Jean-Michel Maire. La réponse à Mathieu Delormeau sur le plateau de TPMP, c'est notre troisième nominé. Et le lauréat, bien que tu ne le veuilles pas. Alors, le grand gagnant, c'est celui dont on ne devrait pas prononcer le nom. Mais on va le faire quand même. Cyril Hanouna. Et les chéris, regardez, on a mis une petite annonce un peu haute, voilà, et on a des gens qui vont nous appeler en direct. Regardez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la voir? Merci. Merci. Homme recherche rencontre sans tabou. Donc on a mis, voilà, alors on la voit pas du tout. Bonsoir, je me présente, Jean-José. Donc est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît, l'annonce? Sportif. Donc voilà, je suis plutôt sportif, très sportif et super bien monté. Cherche relation courte ou longue selon le feeling. Bisexuel, je vous invite à déjeuner et qui sait, peut-être qu'après, je vous dégusterai. Oh là là. Je suis joignable, donc on a mis le numéro. PS, j'aime quand on m'insulte. Aïe, 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 aïe. Allô? 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 Oui. Qui est là? C'est pas l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir, j'aimerais bien. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu me ferais en langage de maçonnerie? Bien, on va pas se disputer avec Sylvia pour savoir qui remet le prix. Hein. Alors nous allons maintenant créer un cercle de parole dédié à des personnes qui ont été victimes de violences de la part de CNews et C8. Je rappelle les symptômes qui permettent à une femme victime de violences de reconnaître un abuseur et de fuir. Jalousie, contrôle, blâme les autres pour ses problèmes, s'énerve facilement, hypersensible, le moindre désaccord est une attaque personnelle, cruelle, insensible à la douleur, à la souffrance des animaux, des enfants, confond sexe et violence, convainc qu'on ne peut pas survivre sans lui, changement d'humeur brutaux, il casse les objets qu'on aime. Je pense que si des chaînes de télévision montrent ces symptômes, il est temps de ne pas renouveler leur agrément à l'Arcom. Je vais donc accueillir 3 personnes qui ont subi ces violences. Tout d'abord, Claire Nouvian. Le 6 mai, j'ai participé à une émission sur CNews. Et comme j'ai porté la contradiction, là j'ai eu le droit à la totale de la séquence sexiste, misogyne. On m'a traité d'hystérique, de folle, de mal élevée, avec un melon comme ça qui passait plus les portes. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Vous connaissez notre émission? Non, en fait, c'est une émission réac. Tu vas être rassuré. Non, puisque vous êtes là. Vous trouvez ça bien, les trottinettes, par exemple? Oui, évidemment, c'est la mobilité douce de demain. La mobilité douce. Bah oui. Mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule, par exemple? Non, mais en fait, ça m'est complètement égal, le ridicule. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions. C'est-à-dire que les gens en trottinette sont ridicules, c'est exactement ce qu'on appelle une évolution anthropologique. Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un dérèglement climatique? Oui ou non? Ah oui, une modification. Mais attendez, vous voyez bien aussi qu'on n'a plus de neige à Paris. C'est pas une émission climato-sceptique quand même. Il y a un consensus effectivement sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous aimez comme un certain nombre de gens les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. Vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter. Au moment même où se tenait le sommet de l'IPBES, c'est-à-dire le panel intergouvernemental de tous les experts qui nous expliquent que notre biodiversité, le vivant, s'effondre, me retrouver sur ce plateau avec des gens comme ça. Cet argument. Non, mais c'est pas possible. Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez vous cultiver scientifiquement. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Et après, d'ailleurs, je ne savais pas, c'est un guet-apens climato-sceptique. Alors, en effet, je vais vous écouter. La manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors, on a exactement, je crois, en 2030, pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause des... Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Mais ça s'appelle dans votre façon de vous exprimer. Excusez-moi. Là, j'ai eu le droit à la totale de la séquence sexiste, misogyne. Oui. Ça fait 25 ans que je travaille avec des scientifiques. Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans, madame. Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. On m'a traité d'hystérique, de folle, de mal élevée, avec un melon comme ça qui passait plus les portes, qu'il fallait me calmer, mademoiselle, qu'il fallait laisser parler les autres, enfin bref, la totale. Parce qu'il y a des gens qui sont scientifiques qui nous remettent en cause, madame. Pardonnez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, de climatologues qui remettent... Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, si vous me permettez, vous n'êtes pas scientifique. Vous avez une tête qui... Vous êtes entré dans vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, ça vous En fait, vous avez une tête qui ne rentre pas dans les studios. Excusez-moi, qui a jugé qui? Je me suis pris folle, je me suis pris hystérique, je me suis pris ridicule. Mais qu'est-ce que c'est que ce tsunami? Un peu d'humilité. Supportez ça toute l'émission. Mais vous avez vu comment vous traitez vos invités? Oh, mais vous êtes une victime. Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique, alors vous faites attention. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait. On est vraiment nombreuses à être folles de rage contre les inégalités, contre les discriminations, les injustices. Et on va toutes vous le dire, hashtag je suis folle de rage. Merci. Nous allons donc accueillir dans ce cercle de parole 2 personnes qui ont subi ces formes de violence et d'abus et qui souffrent maintenant du trouble du stress post-traumatique bolloréen. Cauchemar, angoisse, réminiscence. Ali Rabet, maire de Trappes, et Louis Boyard, député. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces symptômes? Normalement, il fallait installer 2 fauteuils là pour qu'on puisse s'allonger et faire notre psychanalyse. Oui, est-ce qu'on souffre de stress post-traumatique, Louis? Vous, plutôt. Enfin, en soi, on n'est pas des survivants, on est des combattants. Exactement. Non mais, l'information, c'est un bien public. C'est censé appartenir au peuple. Vous n'avez pas de démocratie qui fonctionne correctement si jamais vous n'avez pas un média qui appartient au peuple, qui n'est pas indépendant des intérêts politiques, des intérêts des milliardaires. Et aujourd'hui, quand vous vous retrouvez à avoir 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias, alors que Aurélien Saint-Toul l'a parfaitement démontré dans sa commission d'enquête que ça ne rapportait pas d'argent, ces médias-là. Si jamais ils les possèdent, c'est parce que ça leur permet d'exercer une mainmise privée sur un bien public. Donc on est des combattants dans une lutte des classes. La question de la bataille sur le bien commun de l'information publique est une lutte des classes. Et quand vous allez là-bas et que vous commencez à critiquer le patron
forcément, il commence à s'agiter parce que vous commencez à mettre le doigt dans un engrenage qu'ils détestent. Ça pose la question de leur propre rôle dans ce système. Cyril Hanouna, je m'en fous. Cyril Hanouna n'a pas plus de valeur à mes yeux que le DRH de Danone, de Lafarge ou de Bolloré Logistique. C'est le pantin d'un milliardaire et c'est le milliardaire le problème. Donc moi, les états d'âme, les insultes, toutes les choses qui s'en suivent les semaines suivantes parce que j'ai critiqué Vincent Bolloré, je le prends comme une médaille de combattant contre des milliardaires qui ne devraient pas posséder ce bien public. Alors, est-ce qu'on peut retourner le système contre eux? Est-ce que de temps en temps, on peut les piéger à leur propre jeu? Vous savez, à Trappes, je ne sais pas si vous aviez suivi la polémique, elle date d'il y a 3 ans maintenant, on a un prof de philo un peu zinzin, qui était, à mon avis, pressé de prendre sa retraite anticipée, qui a commencé à inventer un mythe, celui d'une ville islamisée. Il indiquait que dans les yeux des élèves face à lui, il voyait le djihadisme rampant. Et il a voulu faire le buzz, il a eu pour ça toute la presse d'extrême droite et de droite radicalisée. Évidemment, l'ensemble de la galaxie Bolloré s'est mise en branle pour lui fournir une tribune. Et ce brave homme, sur les plateaux de Pascal Praud, sur les plateaux de son acolyte Jean-Marc Morandini, récemment encore condamné à la justice pour détournement de mineurs, venait expliquer partout que, comme prof de philo, qui connaît bien Trappes, il y enseigne depuis 20 ans, il n'y avait plus aucun coiffeur mixte. On en est là, dans ce pays, à se demander s'il y a des coiffeurs mixtes qui coupent les hommes et les femmes au même endroit. Jean-Marc Morandini m'appelle, me demande de venir sur son plateau, je refuse, puis me demande de faire un live depuis ma mairie. Je finis par accepter. Je me précipite dans la voiture de mon chef de cabinet et je lui demande de me déposer au coiffeur du coin de la rue du lycée de la Plaine de Naufle où enseigne ce prof de philo. Et je rentre en direct dans le salon de coiffure. On envoie la vidéo. Alors, on va rentrer. On y entre si vous voulez bien et on demande s'il y a des hommes et des femmes qui ont le droit de se faire couper les cheveux ici. Allons-y. Allons-y. Rentrons chez le coiffeur. Je précise que c'était pas du tout prévu, hein, mais on le. Ah oui, sur un air de terrain. Il n'y a pas de souci. On est sur le terrain. Allez-y. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde, madame? Je suis désolé, madame, si vous voulez vous tourner, si vous voulez pas qu'on vous prenne en vidéo, c'est possible. Je suis en direct avec Jean-Marc Morandini. Vous pouvez me regarder si vous le souhaitez, madame. J'ai une question à vous poser. C'est plutôt pour votre cliente que je voulais. Nous sommes ici chez vous. Vous êtes coiffeur à Trappes. Je voulais savoir si vous êtes un coiffeur mixte ou réservé aux hommes ou réservé aux femmes. Pardon ? Salon mixte, un salon mixte. Vous êtes dans un salon mixte et donc n'importe qui peut venir et vous avez des clients hommes et femmes. Tout à fait. Ben voilà, parce qu'on dit le contraire à la télévision et c'est rassurant de pouvoir vérifier que c'est le cas. Et vous avez bien Merci beaucoup, mesdames. Vous avez bien fait, bravo, monsieur le maire. Alors, c'est anecdotique, hein. C'est pour vous faire sourire. Mais vous voyez, quand un maire se retrouve à faire le journaliste de terrain, à vérifier les faits, à venir s'assurer qu'il y a bien des coiffeurs mixtes, contrairement à ce que raconte un prof de philo sur les plateaux d'extrême droite, ben c'est que la démocratie tombait bien bas et c'est extrêmement inquiétant. Parce que c'est le boulot des médias de faire ça. Même dans les chaînes d'extrême droite, de recouper les faits, de vérifier les sources. Il n'y avait pas besoin d'aller très loin, il suffisait de faire une recherche Google pour vérifier ces faits. Et ce coiffeur, j'insiste, qu'il est à 50 mètres de la grille d'entrée que le prof de philo traverse tous les jours pour aller enseigner. Traversait tous les jours pour aller enseigner. Alors parmi les humoristes, là, dans la bande, il y en a une qu'on a déjà citée tout à l'heure, qui mériterait à elle seule un trophée, c'est Valérie Pécresse. Pendant le déchaînement de la polémique, Valérie Pécresse demande de destituer le maire de Trappes. Rien que ça. Rien que ça. Son ami Georges Tron, en même temps, a été condamné en justice pour attouchement et agression sexuelle sur ses collaborateurs. Il était en prison et depuis sa prison, il administrait sa ville, puisqu'il n'avait pas démissionné. Mais lui, il ne méritait pas d'être destitué par le Conseil des ministres. Donc voilà où on en est en France, dans notre brillante démocratie. Et voyez-vous, étrange coïncidence, quelques mois plus tard, ce professeur mythomane, ça a été démontré par quelques médias sérieux, encore indépendant, ce professeur mythomane a été recruté comme chargé de mission laïcité, devinez où? Par Valérie Pécresse. Bon, le crime était signé.
Alors, il se trouve qu'à Trappes, pour des raisons que je ne détaillerai pas, mais l'élection a été annulée. Le score ayant été serré au premier tour, j'ai gagné, je crois, si ma mémoire est bonne, à 40%, l'élection de 2020, juste après le Covid. Mon poursuivant, le vice-président de Mme Pécresse, a fait 37%. Tu disais, nous on s'en fout, effectivement, on mène des combats politiques, on est des combattants, on n'est pas des victimes, nous. Ça nous renforce, on fait du judo. J'en suis sorti beaucoup plus fort pour ce qui me concerne. Bien, il y a eu une élection quelques mois après à Trappes, une élection partielle. On a augmenté le taux de participation et j'ai gagné au premier tour à près de 60%. C'est l'une des leçons. C'est l'une des leçons qu'on doit tirer de ces combats, qui ne sont pas des combats personnels, qui ne sont pas des combats individuels. On se bat pour la liberté de la presse, on se bat pour libérer les journalistes de l'emprise des milliardaires, et on se bat également pour rétablir la vérité, les faits et le débat démocratique serein, et permettre à chacun d'exprimer sa liberté d'expression. On faisait encore ce matin tous ensemble devant le tribunal de Paris pour soutenir Rima Assad, Mathilde Panot, qui étaient convoqués par la justice suite à des poursuites par des groupuscules d'extrême droite. Je veux conclure en disant quelque chose de très simple. Pour ce qui me concerne, je crois qu'on est quelques-uns ici, on ne baissera jamais la tête, on ne baissera jamais les yeux. Plus ils taperont, plus on ripostera. C'est en tout cas mon tempérament personnel. Et vous savez, je disais tout à l'heure, on fait du judo, on en ressort plus fort. Moi, je suis sûr qu'à la fin, on gagnera. Mais pour ça, il faut être déterminé, ne jamais désespérer, ne jamais baisser les yeux, je le disais. Valérie Pécresse, les complots politico-médiatiques de quelques-uns pour essayer de faire tomber ceux qui les perturbent le plus, les haineux qui m'ont menacé de mort, ceux qui ont tenté encore une fois politiquement de me faire tomber, tout ça, ça ne m'effraie pas. Parfois, ce qui m'effraie, c'est notre démobilisation, notre absence de solidarité au sein de la gauche. Il faut qu'on soit capable d'être plus unitaires, plus forts ensemble, de défendre toujours ceux des nôtres dans la sphère politique, syndicale. On l'a vu avec le secrétaire général de la CGT du Nord qui a été condamné pour 1 an de prison avec sursis de façon tout à fait scandaleuse. Ceux des nôtres qui sont ciblés par la droite extrême et l'extrême droite. Il faudra toujours être à leur côté pour montrer notre force collective et éviter que l'un des nôtres se fasse lyncher par la multitude. Ils sont peu nombreux, ils sont minoritaires, mais ils sont organisés et déterminés. Nous sommes majoritaires, je pense, dans les têtes. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Il faut maintenant nous organiser. Et je vais vraiment conclure en citant ma première adjointe. Alors ma première adjointe, elle ne s'appelle pas Ali Rabet. Elle est un peu plus sérieuse que moi. Elle s'appelle Sandrine Grandgambe. Elle est prof agrégée d'histoire-géographie. Vous voyez, ça passe mieux pour ces gens-là. Quand on a débattu, vous avez peut-être suivi l'actu récente, on a décidé de dénommer notre cinéma municipal Omar Sy, du nom de notre fierté trappiste, l'enfant de Trappes. Ça en a irrité quelques-uns au sein de la fachosphère. Eh bien, quand on a débattu des polémiques que ça soulèverait, je reprendrai sa formule, mais elle m'a dit, écoute, tous ces gens-là vomissent leur haine en permanence, qu'ils s'étouffent dans leur vomi. Assumons ce que l'on est. Merci. Merci beaucoup, chers survivants. C'est un petit message à l'intention de l'ARCOM. Cher ARCOM, en ne prenant pas la décision juste concernant les abuseurs qui agissent aujourd'hui en toute impunité, vous vous comporteriez comme les membres de familles abusives se mentant les uns aux autres ainsi qu'à eux-mêmes afin de protéger les auteurs de violences et préserver les structures sociales au sein desquelles ils évoluent. Le prix suivant rappelle une autre des perspectives des abuseurs qui est « blâme les autres ». Et on l'a donc appelé « blâme les autres pour ces problèmes », on l'a donc appelé le prix Ouin Ouin. Afin de remettre ce prix, merci d'accueillir Arié Halimi et Sandrine Rousseau. Alors, je crois que Arié Halimi n'est pas là, donc je vais essayer de le remplacer, vous l'imaginez, et je suis sûre qu'il dira des choses bien plus intelligentes que je ne vais vous les dire. Mais il n'est pas là, donc tant pis. Alors, j'adore remettre ce prix ouin ouin, parce que c'est quand même un peu ce qu'on me reproche non-stop sur CNews. Et donc ça me fait vraiment plaisir, en fait, de le distribuer ce soir. Alors, évidemment, on peut rire, et il faut qu'on en rie, parce que ça nous donne de l'énergie et ça nous permet de nous mettre ensemble.
Mais les personnes qui sont là et qui tiennent ces médias-là ont un projet. C'est un projet politique de mettre en place en France, de faire gagner le suprémacisme. Et je pense qu'il faut qu'on se le dise comme ça. Ils veulent le suprémacisme au pouvoir. Alors il va nous falloir résister. Il va nous falloir dépasser toutes les difficultés qui sont face à nous, parce qu'ensemble, tous, les Arabes, les Noirs, les Juifs, les catholiques, les musulmans, les athées, les femmes, les hommes, les LGBT, les personnes en situation de handicap, les valides, tout le monde en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et on a beaucoup plus de pouvoir. Alors moi, ces gens me fascinent parce qu'en fait, vous savez, ce sont des babes tout fragiles. Vous voyez, c'est des mecs qui sont là, toute la journée, ils crachent à la figure de tout le monde. Ils nous expliquent qu'il y a un grand remplacement, que la France est menacée, que c'est l'immigration, l'identité et l'insécurité. Non-stop, du matin au soir, ils nous disent ça. Et quand on dit que les hommes font le barbecue, ils sont là. Oh, mon Dieu, elle a dit que les hommes faisaient le barbecue. Oh, édition spéciale, 24 heures, des bandeaux pendant 48 heures. Ces gens sont dangereux. Ces gens sont dangereux parce qu'ils pensent être supérieurs à nous tous et toutes ici dans la salle et à beaucoup d'autres dans le monde. Ces gens sont dangereux parce qu'ils sont climato-sceptiques. Ces gens sont dangereux parce qu'ils ont l'argent et qu'ils nous mettent dans la tête, qu'ils mettent dans la tête des Français et des Françaises des idées qui sont nauséabondes de haine et de rejet. Ces gens sont dangereux parce qu'ils ont les moyens de déplacer le débat politique. C'est ce qu'il se passe actuellement. Aujourd'hui, le débat politique est tellement déplacé qu'il est admis finalement que des étudiants devant Sciences Po n'aient même plus le droit de manifester alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts dans une bande qui s'appelle Gaza. Le débat politique est tellement déplacé qu'aujourd'hui, dire les musulmans ont toute leur place en France, ils sont français et nous sommes fiers qu'ils soient avec nous, eh bien c'est une phrase subversive. Le débat politique est tellement déplacé qu'aujourd'hui, on peut convoquer par un juge d'instruction la présidente d'un groupe parlementaire qui n'a fait aucune apologie d'aucun acte terroriste en pleine campagne électorale. L'heure est grave, les amis, et il va vraiment falloir qu'il y ait un sursaut dès le 10 juin, parce qu'ensemble, nous pouvons gagner, mais à condition de le vouloir. Les nommés sont Pascal Praud, 2023, sur CNews, qui dit « Ouin, ouin, l'extrême gauche a tous les pouvoirs en France, elle a pignon sur rue, mais heureusement, Pascal, qu'on a pignon sur rue !» Johan Usaï, en 2024, sur CNews, qui dit « On est à 2 doigts d'avoir, lors d'un prochain remaniement, un ministère de la censure à propos de la décision du Conseil d'État enjoignant l'Arcom à mieux contrôler CNews. » Pascal Praud, toujours, mais c'est une source intarissable, 2024 sur CNews. CNews, les coups les plus durs sont portés à mon petit cœur, ça il ne l'a pas dit, par les journalistes. Le lauréat est Pascal Praud pour l'extrême gauche à tous les droits en France. Elle a pignon sur rue. Ça s'appelle la démocratie, Pascal, et on compte bien continuer. Je suis déçu en écoutant Isabelle Aleno qui était sur RTL lundi dernier. Mais, et c'est une info peut-être plus légère, quoique, Adèle Haenel, cette comédienne, actrice de qualité, qui avait eu d'ailleurs un César, je crois, qui avait été révélée. Bon. Elle était donc hier dans un meeting de Révolution Permanente. C'était Paris 8. C'était à Paris 8 d'ailleurs. C'est assez intéressant de savoir que c'est Paris 8 qui accueille Révolution Permanente. Je vous assure, ce monde de l'université, vous imaginez
une organisation dite d'extrême droite tenant meeting dans une université en France. Révolution permanente. La ministre des universités, de l'enseignement supérieur, que personne ne connaît, qui n'intervient jamais, tolère que dans une université française, révolution permanente. Non mais vous souriez. Non mais je souris parce qu'il y a vous souriez, mais on peut sourire jusqu'à la fin de notre vie. Mais Paris 8 est une ZAD, il faut le dire. Je veux dire, c'est tellement invraisemblable. C'est des gens qui tiennent. Pascal, ce qui me choque, c'est pas qu'il y ait révolution permanente, c'est qu'il y a certains colloques universitaires, auteurs, qui sont interdits quand ils viennent faire une conférence dans une université. Mais bien sûr, c'est ça qui me choque. bien sûr. Mais ça, bon, l'extrême gauche a tous les droits en France, elle a pignon sur rue. Donc, je voudrais qu'on écoute l'actrice Adèle Haenel. Donc, elle s'est exprimée lors de ce meeting de Révolution permanente et elle dénonce un gouvernement de violeurs. Donc, écoutons-la. S'il y a des journalistes dans la salle, je voudrais juste leur dire que vraiment, ne tombez pas dans le piège de dire que l'extrême droite et le wokisme se nourrissent l'un l'autre. Ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, c'est juste la demande de droits et de respect de ces droits à l'intérieur de la société. Ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est ce qui appelle à la guerre civile. Merci beaucoup, Sandrine. Vous avez oublié votre... Sandrine, ça, il va falloir lui donner, en fait. Il va falloir y aller, lui donner. D'ailleurs, c'est vrai, ils disent beaucoup extrême gauche est égal à extrême droite. Pour le prochain prix qui concerne la pauvreté, je vous demande d'accueillir Elsa Fossillon et Nadia Lazouni. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de remettre ce prix avec toi, Nadia. C'est un plaisir partagé, Elsa. Super. Alors moi, je voulais féliciter ceux et celles qui ont fait la sélection, en fait, pour cette catégorie salaud de pauvres, parce que honnêtement, je pense qu'ils ont eu... Vous m'entendez pas? Là, il faut que je me mette très près. Donc, je voulais féliciter celles et ceux qui ont dû faire cette sélection des différentes phrases pour cette catégorie salaud de pauvres, parce que je pense qu'ils ont eu largement l'embarras du choix et qu'ils ont dû quand même s'écouter quelques heures d'horreur sur juste 15% de la population française, puisque c'est 15% de la population française aujourd'hui qui est pauvre. Moi aussi, j'ai un chouchou, ou plutôt une chouchoute, qui était hors délai et hors catégorie, parce que c'est pas pour une phrase, mais c'est pour un acte anti-pauvre. Vous avez peut-être entendu que récemment, la maire d'Amiens, alors j'ai peut-être un petit prisme parce que c'est ma ville natale, a pris un arrêté anti-mendicité pour un certain nombre de mois dans la ville d'Amiens, pour la phase où il y a un grand tourisme qui déferle sur la ville d'Amiens. Et donc, j'aime beaucoup cette ville, je le dis, le vieil Amiens est très beau et sa cathédrale est magnifique, et il ne faudrait pas évidemment empêcher tous ces touristes qui vont affluer d'être emmerdés par ces salauds de pauvres. Donc, je vous le disais, 15% de la population, et donc je crois qu'on peut aussi remercier Emmanuel Macron et sa politique qui, depuis 7 ans, s'évertue à faire grandir ce nombre de pauvres dans la population française, et particulièrement, d'ailleurs, la jeunesse et les enfants, parce qu'il n'y a pas mieux que ces salauds d'enfants pauvres. Alors, Sophie et Latifa, merci, mais vous m'avez demandé d'essayer d'être drôle et légère. Franchement, je le dis, moi, j'ai pas le talent ni de Desproges, ni de Walidia, ni de Charlie de Vonneguer d'ailleurs pour réussir à vous faire rire sur une situation qui est quand même absolument horrible. Je viens d'une circonscription populaire de Gennevilliers, de Colombes, de Villeneuve. Je rencontre les associations qui viennent en aide aux plus démunis, aux pauvres dans ce pays, et je le disais particulièrement dans la jeunesse. Et je peux vous dire qu'ils ne rigolent pas tous les jours. Donc effectivement, on a besoin de joie à certains moments, mais on a surtout, je crois, et notre rôle, c'est de tenter de leur apporter de la joie à nouveau. Et on a, je le dis, j'en profite à chaque tribune, à mon avis, un devoir et un impératif d'unité pour le faire. Pour finir, ça sera
sera pas suffisant, mais c'est essentiel. En tout cas, j'ai une pensée toute particulière aux salauds des salauds, vous savez, les chômeurs et les chômeuses de ce pays, qui sont quand même la cible très privilégiée de l'empire Bolloré, mais malheureusement aussi toute une partie de l'échiquier politique. Mais c'est vrai que sur une chaîne de milliardaires, se faire des chômeurs, il n'y a pas de mieux, ou des demandeurs de logement qu'on va appeler des squatteurs sur leur chaîne, et ils sont très régulièrement humiliés. Donc je veux avoir une pensée pour elles et pour eux, et évidemment dire que toute notre action est tournée vers eux et elles en priorité. Et puis, pour terminer, avant de te laisser la parole, j'ai envie de dire, alors, salauds de pauvres de tous les pays, unissez-vous. Rebonsoir, merci d'être là. Et à mon tour, je tiens à remercier Sophie et Latifa de m'avoir invité ce soir à rire des horreurs que l'on entend tous les jours sur C8 et CNews. Alors le rire n'est jamais gratuit, hein. L'homme donne à pleurer mais prête à rire, hein. Ce n'est pas de moi, c'est de Pierre Desproges. J'aimerais citer une autre personne ce soir, c'est Marie-France Malonga, sociologue des médias. Ses remarquables travaux nous enseignent et nous rappellent que la télévision en tant que lieu de reconnaissance constitue un enjeu important pour les personnes minorisées visibles. Et la reconnaissance est également un pilier de l'estime de soi. Je m'aime et je me construis à travers ce que la société me donne à voir, à travers ce que la télévision et le cinéma me racontent. Et qu'est-ce que ces espaces racontent aux personnes minorisées visibles? Aujourd'hui en France, à n'importe quelle heure de la journée, les populations des quartiers populaires, les migrants, les arabes, les noirs, les gens du voyage, les personnes de confession musulmane et les plus précaires peuvent allumer la télévision, tomber sur CNews et C8 et se faire littéralement insulter. Chaque jour qui passe est pire que le précédent, il faut que ça s'arrête. C'est une question de santé mentale, c'est une question de santé publique. Revenons désormais au prix salauds de pauvres. Ah, ces salauds de pauvres qui ne réclament pas la dizaine de milliards d'euros d'aide sociale dont ils sont pourtant éligibles. Vous l'avez vu passer, cette étude de la plateforme Mesalloc qui date de 2022. 30% des personnes ayant droit au chômage ne le demandent pas. 34% des personnes qui pourraient bénéficier du RSA ne le réclament pas. 25 à 50% des ayants droit au minimum vieillesse, aux allocations familiales ou encore à la prime d'activité ne se manifestent pas. Rien que pour le RSA, le gouvernement estime qu'environ 3 milliards d'euros ne sont pas versés chaque année. Ah, ces salauds de pauvres qui nous privent des recettes qui auraient pu être générées par les 465 niches fiscales recensées par la Cour des comptes en 2023 et qui représenteraient 94,2 milliards d'euros sur l'année 2022. Et même 220 milliards d'euros si l'on ajoute les niches qui bénéficient aux grands groupes ainsi que les niches sociales. C'est à se demander qui des riches ou des pauvres sont les véritables assistés. Elsa, on commence pour les nommer? Oui, je t'en prie. Alors, nous avons Radouane Kourak sur TPMP, sur C8, donc le 6 février 2024, qui dit « Moi, je pense que c'est à cause de la France des assistés qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont sans domicile fixe. » Logique. Je ne suis même pas sûre de tout à fait comprendre. C'est vrai que c'est difficile. Peut-être que tu peux le dire une deuxième fois, ouais. Donc, moi, je pense que c'est à cause de la France des assistés qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont sans domicile fixe. Ok, merci. On n'a toujours pas compris, mais c'est pas grave. Raymond Abou, TPMP sur C8, le 8 décembre 2023. Alors le débat, c'est un maire décide que les enfants de chômeurs ne sont plus prioritaires à la cantine. Est-ce une bonne idée? Question essentielle et vitale.
Moi, ce qui me pose problème, c'est d'avoir un accompagnant pour 35 élèves et un accueil déplorable. Manque d'ATSEM, manque d'AVS, manque de plein de gens dans la cantine, parce qu'il y a des gens qui pourraient donner à manger à leurs enfants, les garder avec eux le midi, puisqu'ils foutent rien toute la journée. Et le troisième, c'est plus court. Kevin Bossuet, CNews en 2022. Les Français en ont marre de tolérer un assistanat qui n'a aucun avenir. C'est simple. Roulement de tambour. Et le lauréat est Radouane Kourak. C'est pour Kourak, ouais. On l'a redit. Moi, je pense que c'est à cause de la France des assistés qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont sans domicile fixe. Il y en a beaucoup. Moi, je pense que c'est à cause de la France des assistés qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont sans abri ou qui sont sans domicile fixe. Il faut aider ceux qui ne peuvent pas travailler, pas ceux qui ne veulent pas travailler. Et évidemment, la majorité des bénéficiaires du RSA ne profitent pas tous du système. Ça arrive. Mais aujourd'hui, une bonne partie en profite. Pour une raison que Valérie a évoquée tout à l'heure. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le travail ne paye plus. Mais il y a également des personnes qui ne veulent pas travailler car ça leur va très bien de profiter du Patrice, je pense que vous avez raison. Patrice, tu as raison sur le fait qu'il y a beaucoup plus de STF que ce qu'on dit. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui profitent du système et qui foutent des gars comme toi dans la merde et des gars qui travaillent dans la merde que ce qu'on dit. Je pense que quand Gilles dit qu'il y en a 1000, je pense qu'il se trompe totalement. Je peux vous dire, et c'est beaucoup d'argent aussi, et je préfère prendre cet argent et aider Patrice ou aider un autre mec. Merci beaucoup. Votre mission, lui remettre le prix. Je pense qu'on peut lui mettre un prix pour son superbe brushing que je jalouse. Le dernier prix de ce soir est un prix spécial que j'ai appelé le prix Walter Benjamin. Parce que c'est le prix que j'ai choisi, donc je fais un peu ce que je veux, quoi. Donc Walter Benjamin est un poète philosophe que j'adore et qui était la première victime littéraire du nazisme. Un grand ami de Brecht, il s'est suicidé en fuyant la police française. Il est mort à Portbou, à la frontière espagnole, parce que l'Espagne avait fermé sa frontière aux réfugiés. Sur la mort de Walter, Bertolt Brecht écrit « Des empires s'écroulent, les chefs de bande paradent en jouant les chefs d'État, les peuples disparaissent invisibles sous les armements, ainsi l'avenir est dans la nuit et les forces des bons sont chétives. » Ça, je trouve ça hyper beau. Ça parle un peu de nous, hein. Parce qu'on est 100 et à TPMP, ils sont 1 million, mais bon. Les forces des bons sont chétives. Tout cela, tu le vis quand tu détruisis ton corps torturable. Quand CNews et C8 n'émettront plus sur la TNT grâce à nous et à la pétition, canal offert gratuitement par l'État, j'espère qu'il y aura une chaîne entièrement consacrée à Walter Benjamin. Elle s'appellerait « Comment traverser les sombres temps » avec uniquement des historiens, des philosophes et des représentants des peuples autochtones qui nous expliqueraient comment habiter une planète sans la détruire. J'ai déjà le nom des émissions. C'est hyper bien. Alors, le matin, il y aurait Télé Walter. À midi, Qui veut gagner des Walter? Et le soir, la grande émission d'opinion face à Walter. CNews et C8 n'expriment pas que des opinions racistes, islamophobes, misogynes, mais aussi, bien sûr, des opinions antisémites. C'est comme ça. Et donc, on ne peut pas rentrer dans les sociétés totalitaires à cause de cette On histoire. les a lus comme vous, mais il y a quand même un point sur lequel on aimerait comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites qu'il y a une dissociation entre les lois discriminatoires anti-juives de 40 et le projet d'extermination des juifs. Selon vous, il n'y a pas une continuité. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Là aussi, ce sont tous les historiens. Oui, mais... Non, il n'y a pas de continuité. Donc, les lois antisémites imposées par les Allemands... Quand Vichy prend ces lois discriminatoires, que je condamne évidemment, parce que maintenant je suis obligé de tout préciser, puisqu'on me prête des choses délirantes. Donc évidemment je les condamne, parce qu'en plus ça me touche moi, en l'occurrence. Bon. Je n'aurais pas pu faire mon métier, je n'aurais pas pu être ce que je suis, etc. Donc, vous les condamnez, les lois antisémites, mais elles n'étaient pas dans une logique exterminatrice. Oui, pour vous, il n'y a aucun lien. Mais c'est pas pour moi. Encore une fois, tous les historiens le disent. Mais je pose la question à Éric Zemmour, presque candidat à la présidentielle. Mais pour moi, il n'y a pas de lien. Non, c'était pas l'objectif. L'objectif n'était pas exterminateur. Ce sont les Allemands qui ont
introduit cette logique exterminatrice, non, effectivement. Mais ça paraît compliqué aujourd'hui. Les gens ne comprennent plus cette distinction. Mais vous dites que Vichy a traîné l'application de la solution finale, c'est ça? Je dis que Vichy a protégé les juifs français et qu'il a donné les juifs étrangers. Qu'aujourd'hui, on trouve ça abominable. Et c'est abominable, puisque ces pauvres gens sont morts. Grâce à des policiers, et malgré Vichy, malgré Pétain, malgré Hollande, malgré Bousquet. Mais bien sûr. Mais bien sûr, les Français ont sauvé des juifs. Mais le principe même de la zone libre a sauvé des juifs. Bon, mais on ne va pas passer 3 heures sur Pétain. C'est important. Vous allez peut-être être candidat à la présidentielle. C'est important de connaître votre vision de l'histoire. Surtout que vous nous avez dit que vous voulez abolir certaines lois mémorielles. Si, permettez-moi. Une pause, Mathieu Bock-Côté. Voilà, j'irai remettre ce prix moi-même à Éric Zemmour pour cette phrase « Vichy a sauvé les Juifs ». Et je vais terminer par une citation de Gunther Anders, que j'adore. « L'un des principes de la politique du Führer national-socialiste était de faire disparaître toute trace de conscience de classe. Ils y sont arrivés avec un succès effrayant, parce qu'aux millions de malheureux victimes du système prolétaire au chômage et petits bourgeois prolétarisés, ils ont offert un groupe d'hommes par rapport auquel ils, je veux dire les prolétaires, pouvaient, non devaient se sentir supérieurs. Un groupe que, pour se défouler de la haine accumulée, ils pouvaient, non devaient détester. Un groupe qu'à leur tour, ils pouvaient, non devaient traiter comme des victimes. Dans la langue de la politique, pouvoir signifie toujours devoir ou être obligé de. Dans mon livre « La catacombe de Molucci », le principe de la dictature s'énonce ainsi. Si tu veux un esclave fidèle, offre-lui un sous-esclave. Pour conclure la soirée, je vous demande d'accueillir Latifa Oulkouir et Sophie Taillé-Polian. Là, on s'est quand même pris un sacré shoot. Hein. C'est quand on les voit aussi comme ça en combo, en bloc, qu'on se rend compte de la situation hallucinante dans laquelle on s'est laissé entraîner collectivement et qui est juste insupportable. Il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. Je voudrais juste dire quelques mots pour remercier infiniment toutes celles et ceux qui ont participé à cette soirée, à notamment sa construction dans tous ses moindres détails, à la fois les équipes du mouvement, mon équipe parlementaire. Remercier beaucoup évidemment le mouvement Génération, le mouvement et le groupe écologiste, sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Remercier aussi très chaleureusement Audrey qui va conclure juste après, sans qui cette soirée n'aurait évidemment pas eu la grâce et la hauteur de vue dont nous avions bien besoin entre ces tranches d'horreur. Remercier évidemment tout particulièrement les goguettes et Léonie Pernet que vous allez entendre après. Merci beaucoup à elle et eux d'être venus. C'est finalement tellement extraordinaire quand des artistes s'engagent, tellement leur place quand ils le choisissent. Donc vraiment, je voudrais les remercier du plus profond du cœur. Ça nous a fait des beaux moments et ça nous fera encore un beau moment tout à l'heure. Et bien sûr, remercier toutes les intervenants et intervenantes qui ont remis les prix et qui ont, vous l'avez vu, accepté une mission. Donc on va surveiller, on va surveiller tout ça quand même pour vérifier que les gens qui ont reçu des prix les ont bien. C'est normal, c'est la justice. Nous sommes des gens épris de justice. Latifa. Merci beaucoup. Évidemment, je me joins à Sophie pour tous les remerciements et toutes les personnes, les remettants, les remettantes, évidemment les équipes du mouvement, Sarah, Claire et Chadé, quand on parlait de cet événement depuis bien trop longtemps pour certaines d'entre elles. Donc merci beaucoup et évidemment merci à l'équipe de Sophie et à Audrey pour ce soir.
Remerciements, et aussi je voulais m'excuser pour terminer, parce que Audrey nous a appris en réunion qu'il fallait être très très optimiste, encore plus combattante, etc. et y croire, et on a mis Bolloré Awards première édition. Mais si on fait cette soirée ce soir, c'est pour que justement il n'y ait plus de chaîne Bolloré sur la TNT, et que cette... Effectivement, et que cette cérémonie, Inch'Allah, soit la dernière. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était donc une soirée unique. On laisse le mot de la fin à Audrey et la musique à Léonie. Et puis après, on pourra se rejoindre en bas pour boire et manger. Et évidemment, au verso des programmes, il y a la pétition, le QR code. Si vous ne l'avez pas signé, si vos amis ne l'ont pas signé, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, c'est le dernier texte. C'est le moment où on emporte le morceau, c'est le moment où on gagne. C'est une lettre écrite au directeur de l'ARCOM, Roch Olivier Mestre. Attention, on se concentre. Adresse directe à lui. Cher monsieur Roch Olivier Mestre, cher président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les prochains jours, l'autorité indépendante que vous présidez devra se prononcer sur une décision importante. Vous devrez décider quelles chaînes de télévision auront le privilège d'émettre gratuitement sur la TNT pour les 10 prochaines années. Je dis privilège, car émettre sur ce réseau mis à disposition par l'État n'est pas l'apanage de tout le monde. Parmi les centaines, voire les milliers de chaînes de télévision existantes, seules 30 peuvent émettre sur la TNT et atteindre l'intégralité des foyers du pays. Seules 4 occupent le statut de chaîne d'information. Dans un moment où l'on perd de vue nos repères démocratiques, où les vérités alternatives laissent place à la confusion, au mensonge, c'est à vous qu'il revient de composer le paysage audiovisuel français pour les 10 prochaines années. Lourde décision que de définir un monde commun qui rassemble les Français avec des programmes regardés de tous, qui nous informent autant qu'ils construisent des références culturelles partagées. Depuis quelques années, un milliardaire, se croyant tout permis, ou plutôt conscient que pour les hommes comme lui, tout est permis, sait pouvoir utiliser sa fortune pour nous monter les uns contre les autres. En achetant pièce par pièce notre paysage médiatique, Vincent Bolloré impose son agenda et accable ce pays. Sa marque de fabrique est connue de tous. Il impose dans les journaux qu'il achète une gouvernance autoritaire. Les journalistes n'ont pas d'autre choix que de plier ou de prendre la porte. Il impose ensuite la fin de l'information et de l'investigation journalistique auquel on substitue le buzz, les invectives, la vulgarité, la désignation d'ennemis qu'on jette en pâture au harcèlement des masses. L'information n'est plus vérifiée ni recoupée. C'est à peine si on fait l'effort d'aller la chercher. Une vision partiale s'impose, qui surreprésente la parole des extrémistes de la droite radicale, tournant en boucle sur des sujets anxiogènes, oubliant les vraies causes de l'insécurité que sont la précarité, la faim, le mal-logement, le non-accueil des réfugiés, la protection des enfants, le changement climatique, la destruction des communs et des services publics et la dérive policière d'un gouvernement de plus en plus autoritaire. Mais tout cela, vous le savez déjà. Puisque depuis 5 ans, vous êtes déjà intervenu plus de 50 fois pour rappeler à l'ordre C8 et CNews sur les différents manquements qu'il faudrait la nuit entière pour lister. Manquements à l'obligation de maîtrise d'antenne, à l'obligation de ne pas inciter à la haine ni d'encourager les comportements discriminatoires, à l'obligation d'honnêteté et d'indépendance de l'information, de respect des droits de la personne, de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes, à l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Avec quel résultat? Aucun. Ils s'en fichent. Continuent jusqu'à l'heure où je vous parle à utiliser des canaux publics gratuits et qui les enrichit, à répandre des mensonges, à désigner des ennemis de l'intérieur, les juifs, les musulmans, les gens du voyage, les femmes quand elles se battent pour l'avortement, les LGBT qui expriment leur droit d'exister, les journalistes et les universitaires quand ils s'intéressent aux intérêts financiers de Vincent Bolloré. Cher monsieur Roch Olivier Mestre, ni le mensonge,
ni l'humiliation, ni les comportements discriminatoires ne devraient avoir de place dans le paysage audiovisuel. Au nom de la vérité, du droit, du respect des droits de la personne, soyez à la hauteur du moment dangereux que nous traversons. Soyez aux côtés de ceux qui ont besoin de vous. Il nous semble que c'est aujourd'hui votre rôle. Le rôle de l'ARCOM est de faire respecter sa propre charte. Merci. On va gagner ou pas? Merci beaucoup. Afin de terminer sur un peu de poésie, de beauté et de joie, nous allons accueillir Léonie Pernet qui va nous interpréter un morceau. Ce soir, je crois que nous avons créé la chaîne idéale qui respecte le cahier des charges de l'ARCOM qui dit, je le rappelle une dernière fois, les chaînes s'engagent à la représentation de la diversité, la prévention contre les comportements diffamatoires, discriminatoires ou attenant à la dignité humaine. Je terminerai donc par une citation de Vandana Shiva, une écoféministe indienne qui dit « Voilà pourquoi Samuel Huntington se trompait sur toute la ligne quand il disait dans Le choc des civilisations « Vous ne saurez qui vous êtes que lorsque vous saurez qui vous haïssez. » Moi, je sais qui je suis, car je sais ce que j'aime. J'aime Dehradun, l'endroit où je suis née et où je retourne. J'aime mon fils, ma famille, ma communauté. Je vous aime tous. Et c'est cet amour qui me dit qui je suis. Tout comme la non-durabilité émerge de la guerre contre la diversité, toutes les guerres de notre époque émergent de l'intolérance à la diversité, de notre incapacité à vivre dans la diversité et de la célébrer. Notre rôle est de faire l'éloge de la diversité à travers les races, les sexes, les classes sociales, les religions. Nous ne sommes pas ennemis mutuels. Nous sommes une seule et grande famille humaine. Nous sommes même plus que ça. Nous sommes même l'unique communauté terrienne.
Merci beaucoup.